Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve confrontée à de nombreux défis, politiques d'abord, puis économiques. Assurer cette transition où ses objectifs seront certainement parmi les tâches les plus nécessaires, mais aussi les plus difficiles, car cela doit d'abord passer par une stabilité politique primordiale au pays et qui permettra à terme d'apporter des solutions à la mesure des aspirations exprimées par les Algériens. Nous traversons actuellement une crise et la décision d'organiser le scrutin présidentiel qui est en cours permettra de déboucher sur une construction nouvelle, tant sur le plan constitutionnel qu'institutionnel. Nous aborderons un volet économique dans ce numéro. Un des défis de demain est de construire une économie productive avec la mobilisation efficace de toutes les potentialités de la société pour la faire progresser. Et parmi les opportunités qui s'offrent à nous se trouvent en dehors de nos frontières. Je parle bien sûr de notre communauté établie à l'étranger. Et comme vous le savez, les Algériens résidant à l'étranger ont commencé à voter depuis samedi dans un climat plutôt tendu et qui est d'ailleurs dénoncé par l'ANI qui dit clairement que les partis qui tentent de perturber l'opération électorale au niveau des bureaux de vote de certains consulats à l'étranger doivent respecter l'opinion de l'autre et bannir le recours à la violence. Voilà. بون بريسك باسكو سلكتني ما كولاك تدفع فيهم قالوا لي تدخلي ولا غير تموتي الفوطي ما تفوتش ولا غير نموت يا وكان نموت غير نفوطي وانتم راني داخله وهاي الكارطه روحوا فوطوا. J'ai 84 ans, je suis pas un gamin, je sais ce que je fais. Le vote est un devoir. هذا هو وفيف l'Algérie. تحيه لالجيري. للجزائر، تحية للجزائر، ولاد الشهداء، ولاد يلزمنا رايس في البلاد يا اختي، لقنا رايس ويلق ان شاء الله البلاد الشعب يتسقم. وهاد الناس اللي محقرونا وضربونا وما بغاوناش نفوتو ما مشقفوني فوتيت شوي كونطونت ضربوني بالكانات للراس وواحد شدني منه بغا يخنقني. لا تحية هذا سي غراف سا سي تري غراف سا. Voilà. تحية لالجيري فيف وربي يرحم الشهداء. Si je peux, si on le sait, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? On n'est pas là, on ne manifeste pas. Hein? Ils ont le droit de manifester, on a le droit de voter. Ils ne nous empêchent pas. Hein? Ils ne nous empêchent pas. S'ils ont quelque chose à empêcher, ils nous ont qu'à dire par le résultat, par le bulletin. Voilà. Ils vous ont frappé? Non, ils nous ont insultés. Alors, ça, je ne le laisse pas, je repasse devant encore. Ils nous montrent qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Qu'ils nous insultent? Non. Ça n'existe pas dans la démocratie. S'ils sont de la démocratie, ils viennent nous monter ici, sur le bulletin. Ils n'ont qu'à voter comme nous. Voilà, c'est tout. Tahia al-Jazair, nous sommes al-Jazair. Voilà, toujours les Algériens. Voilà. Allez, on revient sur le plateau. Les élections se poursuivront donc jusqu'au 12 décembre. Transition toute faite pour revenir à notre débat qui porte aujourd'hui sur nos compétences algériennes résidentes à l'étranger. Nous recevons ce soir Madame Noura Bouhali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte en immigration et juge international dans le domaine économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous Monsieur Sami Hamoud, vous êtes architecte et designer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Alim Brokin, vous êtes professeur en droit des affaires à l'école de l'ENA. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, Frédéric. Alors, nous comptons un peu plus de 7 millions d'Algériens. La plus grande concentration se situe en Europe, en France, suivie de l'Amérique du Nord, puis des pays arabes. Un chiffre qui n'est pas à prendre à la légère, d'autant que beaucoup d'entre eux sont de hauts diplômés. Avant de parler chiffres aujourd'hui, peut-être pour être considéré comme un résident à l'étranger, il doit d'abord y avoir cet attachement avec le pays mère, avec la mère patrie, Madame Bouhali. On est considéré aujourd'hui comme un résident de l'étranger, comme faisant partie de la diaspora, quand ce rattachement réside entre l'Algérien et son pays natal? Je vous dirais que tout Algérien, quelle que soit la définition que vous allez donner, tout Algérien se rattache automatiquement à son pays. Donc on a beau donner toutes les définitions, en finalité, la définition, elle est unique. Tout Algérien aime sa patrie, quel que soit l'endroit dans le monde où est-ce qu'il se situe. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, le terme de communauté établie à l'étranger est pris en considération que lorsqu'il y a peut-être ce lien entre l'Algérien qui est parti et son pays, où il y a encore cet intérêt et cet attachement. D'où ma question. Moi, je vous dirais que la diaspora, en ce moment, est considérée plus comme une source de financement plutôt qu'un partenaire
dans le développement c'est là que le bas blesse. Développement national. Nous sommes plus une source, considérée de. Il n'y a pas de rapport gagnant-gagnant entre les deux. C'est pas seulement des questions de gagnant-gagnant, tout le monde est gagnant. C'est juste que la personne qui est de l'autre côté, oui, certainement, elle va envoyer de l'argent, mais elle ne s'arrêtera pas juste à cet argent parce que cette personne de l'autre côté peut amener de l'expertise, peut amener des compétences, peut amener beaucoup plus que uniquement de l'argent qu'elle transfère. Et c'est ce côté-là qui est totalement négligé, qui est complètement oublié et qu'on devient au fond des sacs d'argent qu'on peut transférer de façon, pour l'instant, on va dire, informelle. Et preuve, on arriverait peut-être, si on essaierait de faire des statistiques, de calculer combien d'argent arriverait de l'étranger, de cette diaspora. Je ne suis pas experte en économie, mais je ne sais pas si on peut mettre le doigt dessus. Donc, alors, voilà. Monsieur Hamoud, vous aussi, alors vous, votre particularité, c'est que vous avez étudié ici, vous êtes jeune, vous êtes parti pour poursuivre vos études en France et vous avez décidé de revenir avec votre expertise ici. Ça n'a pas été de tout repos. Est-ce que vous avez trouvé ce pont ou ces mécanismes capables de vous accompagner dans votre démarche ou est-ce que c'était juste une initiative personnelle ? Alors, premièrement, c'était une initiative personnelle. Dans un second temps, je n'ai jamais compté sur une mécanique d'aide. Parce qu'en fait, à aucun moment, je n'y ai pensé. Je suis revenu parce que j'avais confiance. Même en termes de conseils, pas forcément financiers. J'ai un entourage qui pouvait me conseiller. J'ai un entourage proche qui pouvait me conseiller, qui pouvait m'aiguiller dans certaines démarches administratives, qui aussi forment aussi une partie du problème dont on reviendra un petit peu à la fin. Oui. Mais en fait, j'avais tellement confiance au bagage que j'avais acquis et surtout au projet que je portais que pour moi, il n'y allait pas y avoir de difficultés. C'était une vision très, très utopiste à ce moment-là. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'entraves. C'est pour ça qu'on est là pour en discuter, pour essayer de débloquer la situation à l'avenir et peut-être essayer de les problèmes ne se situent pas forcément là où on le pense. Ah, mais pas du tout. Oui. Pas du tout, pas du tout. On pense tous que les problèmes soient administratifs. C'est vrai que les problèmes administratifs, entre un registre de commerce, un numéro d'identification fiscale et toutes les démarches qui sont nécessaires pour l'établissement d'une entreprise sont un frein qui nous consomme énormément, qui sont extrêmement chronophages. Parce qu'en fait, tout le temps que j'ai passé dans les administrations, j'aurais pu le passer à créer quelque chose, à monter quelque chose. Mais il n'est pas là. Le réel problème, je pense, se trouve au niveau de la ressource humaine. En fait, c'est une ressource humaine qui n'a pas une vision de l'entreprise, à qui on n'a jamais inculqué une notion entrepreneuriale ou l'amour du travail ou la culture du travail. C'est qu'en fait, on veut toujours tout prêt, tout de suite, sans effort, sans travail. Et c'est des freins auxquels je fais face tous les jours. C'est qu'en fait, je dois motiver des personnes, je dois motiver un staff, je dois créer un staff, je dois lui inculquer une compétence, un apprentissage, une formation, pour qu'il puisse demain me relayer sur certaines tâches et pas d'autres. Et c'est là la réelle difficulté auquel je fais face, pas du tout l'administratif. C'est un problème de ressources humaines au point actuel. Alors maintenant, les pays investissent dans le capital humain. Vous êtes basé également au Canada et le Canada justement a cette politique de chercher ou de cibler les secteurs dont le pays a besoin. C'est-à-dire que l'investissement aujourd'hui dans la ressource humaine est un véritable tremplin pour les pays en développement. Je vous dirais que le domaine de la ressource humaine intéresse tout pays, incluant au Canada où un diplômé dans le domaine des ressources humaines, le marché du travail est ouvert et on en amène de l'extérieur même pour combler certains postes. Et je vous dirais que ce n'est pas juste la problématique du Canada, encore pire celle de l'Algérie. Et comme il vient d'expliquer, c'est ça qui ferait qu'on pourrait se baser sur quelque chose pour pouvoir bâtir. C'est la base de tout. Et je suis d'accord avec ce qu'il vient de présenter, mais n'empêche que c'est le type de problème auquel il a fait face. Mais il y a beaucoup plus d'autres problèmes qui, veut pas, sont dans l'administration. Oui, on va en parler tout au long de cette émission. Alors, je vais vous donner un chiffre. Pour certains pays africains, les transferts des immigrés représentent près de 10% du PIB. Le Nigeria est en tête. Les transferts de la communauté chez nous n'ont cessé de décliner depuis ces dernières décennies. Actuellement, ces transferts atteignent à peu près les 2 milliards de dollars. Monsieur Mbrokin, vous me corrigerez sur le chiffre, contre 7 milliards pour le Maroc, 20 pour l'Égypte et près de 2 milliards pour la Tunisie. On voit ici qu'il y a un réel problème de confiance peut-être établi entre la communauté établie à l'étranger et son pays natal.
Oui, si vous permettez, Madame Mais bien Assaria, sûr. au départ, l'Algérie est un pays qui doit aller vers la démocratie, doit aller vers la liberté. Nous devons tous nous respecter les uns les autres. Il y a aucun Algérien n'est obligé d'aller voter le 12, mais aucun Algérien ne peut empêcher un autre Algérien d'accomplir son devoir électoral. Si on veut aller vers la démocratie, si on est sincère dans sa proclamation de son attachement à la démocratie, on doit respecter la liberté de vote. Et ce que vous avez montré tout à l'heure m'a beaucoup choqué. Ce que je voulais vous dire, c'est que le moment est venu, nous sommes en 2019, le moment est venu de faire une évaluation de ce que l'on appelle les politiques publiques en matière d'association de notre diaspora à l'effort de développement du pays. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Nos diplomates à l'étranger ont fait aussi beaucoup d'efforts, mais je pense que... Insuffisant. Oui, mais vous savez, Madame Assari, c'est que les diplomates algériens font le travail sur le terrain, mais après, en Algérie, nos compatriotes se heurtent à toute une série d'obstacles, de difficultés, de contraintes. On leur a promis que ces difficultés seraient levées, mais franchement... Alors, il y a eu déjà un secrétariat d'État par le passé absolument. qui était chargé il y avait d'ailleurs, parmi les... Je étrangère. pense que le président nouvellement élu devra vraiment, à mon avis, réhabiliter cette fonction, parce qu'on a pour le moment un conseil consultatif de la diaspora, mais comme son nom l'indique, consultatif, c'est-à-dire qui fait des recommandations, des avis qui ne sont pas toujours pris en compte, parce que nous avons une administration qui est également éclatée. Parce que Madame Assali, quand les Algériens viennent ici, ils ont affaire à des administrations qui relèvent d'autorités différentes. Il n'y a pas une structure dédiée. Je ne sais pas si on pourra en revenir tout à l'heure pour dire qu'il faudrait peut-être prévoir des institutions qui prendraient en charge les doléances, les revendications et aussi les désidératas de nos compatriotes à l'étranger, parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Samy tout à l'heure disait qu'il y avait des difficultés pour les chefs d'entreprise comme lui par exemple, pour venir ici en Algérie, avoir une main d'œuvre qualifiée, disciplinée. Tout ça effectivement doit être mis en place. Alors en parler, oui, Madame Bouhel. Si vous permettez, moi je dirais que la reconstruction d'un État quelconque dans un environnement de post-conflit, post-crise exige des mesures d'urgence. D'accord? Et ces mesures d'urgence doivent prendre en considération l'importance et le rôle des citoyens algériens résidant à l'étranger. J'insiste sur le mot citoyen algérien résidant à l'étranger, qu'on nomme diaspora aussi, pour dire que c'est des citoyens aussi algériens, et leur rôle dans le développement national. Pourquoi? Parce que cette diaspora peut jouer un rôle très important en ce moment dans la relance économique, dans cette reconstruction, par sa participation dans les efforts de renforcement des capacités institutionnelles nationales. Donc moi, je dirais que la diaspora... Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Vous faites les voyages entre le Canada, vous êtes là entre le Canada et l'Algérie. Qu'est-ce qui vous a manqué? Quel est le pont, le lien qui a manqué pour faciliter les démarches, pour faciliter ou encourager peut-être aux autres de venir? On va commencer le problème par son début, pour que d'autres ne sont pas encouragés à venir. Il faut parler des raisons. Parce qu'une fois que, s'il y a des conditions sine qua non qui sont mises en place, qui vont les encourager à venir, soyez certaine que ça va être la folie furieuse à l'aéroport Oualy Boumediene.
D'accord. Alors, quelles sont ces conditions? On peut parler du climat des affaires, du rôle des banques, du transfert qui peut se faire. À quel niveau est-ce qu'on peut agir? Je pourrais donner l'exemple des experts hautement qualifiés de la diaspora qu'on pourrait recruter sans qu'il soit nécessaire de les relocaliser physiquement. Alors justement, oui. D'accord. Donc, mais écoutez, il faudrait au fond profiter l'Algérie du savoir-faire. Absolument, il faudrait les voir plutôt comme un réseau, plutôt que des entités individuelles. Comme il l'a expliqué tout à l'heure avant l'émission, il disait qu'il fait le lien entre son entreprise ici en Algérie avec celle chez laquelle il travaille en France. Et c'est ce réseautage qui permet justement d'apporter du nouveau et d'apporter un souffle, des nouveaux standards et permettre, comme il dit, la motivation. Il y a la motivation, mais il faut du coaching en arrière. Et permettre à ces gens qui sont de l'autre côté, qui ne peuvent pas se relocaliser, ils habitent de l'autre côté. Maintenant d'économie transnationaliste. Exact, mais je vous dirais qu'ils leur permettent d'assurer les prestations de services de façon avec une interaction virtuelle. Vous comprenez? On doit tout utiliser. Au fond, la diaspora, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas être considérée comme une source de financement, mais elle doit maintenant être considérée comme un partenaire à part entière dans le développement national. Il faut que ça change. Et je vous dirais, si on prend l'exemple, vous avez donné des chiffres tout à l'heure, moi je vous donnerai l'exemple, je ne suis pas experte, mais je vous dirais, on prend l'exemple de la Chine, de l'Inde, de la Corée aussi. Vous savez, ils ont une expérience, ils sont reconnus pour leur expérience dans la mobilisation de l'expertise et des ressources de leur diaspora qui leur a permis d'exploser. Il leur a permis un progrès impressionnant, une industrialisation plus rapide, parce qu'ils ont justement profité de cette richesse qu'ils ont de l'autre côté du monde, qui pourrait leur amener tout ce qu'on pourrait espérer nous ne pouvons pas tout avoir ici. Il faut accepter qu'on puisse être de l'autre côté et amener le positif d'ailleurs pour pouvoir renforcer celui qui est ici, qui n'a pas eu la chance de voir ce qu'il y a ailleurs. Oui. Il faut qu'il y ait ce lien, qu'on le veuille ou pas maintenant. Comme je dis, c'est des mesures d'urgence dans la reconstruction d'un État. Vous dites il faut qu'ils puissent voir ce qu'il y a ailleurs. Vous, quand vous étiez là-bas, ma question s'adresse à vous deux. Alors aujourd'hui, on sait que la jeunesse évolue un peu dans les high-tech, nouvelles technologies. Ce qui nous manque aujourd'hui, tout est à faire dans tous les domaines. Je pense que les opportunités sont très nombreuses. Mais est-ce qu'il y a cette visibilité sur les opportunités qu'il y a à faire ici en Algérie? Ou est-ce que, bon, vous étiez là, donc vous saviez déjà à la base ce qui manquait et ce qu'il n'y avait pas? Ou est-ce qu'il y a ce manque de visibilité? La visibilité, on l'a. Parce que nous voyageons, nous venons voir nos familles. Voilà, c'est ce lien qui permet... mais c'est définitif. Oui. Vous savez qu'on arrête, il faut qu'on passe à un autre stade et qu'on arrête de vouloir aider par pur patriotisme. On est dans le niveau patriotisme. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il y ait des conditions sine qua non, des structures mises en place pour que ça devienne un levier économique. Exemple, créé, comme là je vous donne mon exemple personnel. Oui. Venir en Algérie, créer une compagnie, un registre de commerce. Oui. Le plus simple, ils m'ont dit personne physique. Je dis ouais. Ils m'ont dit 3 jours, c'est réglé. Ça m'a pris 4 mois. Je n'ai pas ce temps. C'est pas question de bureaucratie seulement, c'est de rentrer dans un bureau chapeauté par le bureau principal et aller dans les mêmes bureaux et retrouver des listes collées sur le mur où un affiche certains documents, l'autre il dit non, il y a un document de plus. Alors allez vous promener entre les deux et ils savent qu'on doit quitter. Nous pouvons, alors à un certain moment, on n'a pas fini, il faut partir, mais revenir, mais on revient, il faut repartir à zéro. Voilà. Il y a l'autre chose. Pour régler ça, vous demandez des solutions. Et les solutions, ce n'est pas moi qui les présente, il y a des solutions qui ont déjà été présentées par des gens qui ont parlé. Et ça fait des années qu'ils parlent de ces problématiques. Il y a des gens qui sont pratiquement devenus experts là-dedans, dans la diaspora. Il y a eu des études, une étude menée par le CNES, justement, je vais vous reprendre, et un rapport qui a porté sur des recommandations sur la stratégie à mettre en place. Il y a le
Le guichet unique, par exemple. En direction, voilà, qui a été proposé aussi comme une recommandation. Institutionnaliser les cadres de convergence sous la forme pratique, donc agence, conseil ou observatoire qui puisse créer ce lien, assurer l'accompagnement de l'action pour en faire une œuvre collective et solidaire. Et également la dimension communication, on en parle depuis tout à l'heure, pour résoudre le point de rupture. Elle a été fortement relevée lors de l'étude menée par les membres du CNES, amenant certains intervenants qui soulèvent un déficit d'image de l'Algérie à l'étranger également, réclamant la mise en place d'un portail institutionnel servant de relais à la communauté nationale à l'étranger. Alors, Monsieur Hamoud, je vais vous reprendre sur la question que j'ai posée juste avant à Madame Bouhali. Est-ce qu'il y a cette visibilité, vous qui avez côtoyé d'autres jeunes Algériens, j'imagine en France, est-ce que cette visibilité est là sur les opportunités qu'offre l'Algérie? Non, simplement non. Non, parce que je me dissocierai de la réflexion de M. Mabroukine. Moi, à mon petit niveau, à mon niveau d'expérience, le problème n'est pas le cadre politique, c'est le cadre économique, c'est le climat économique actuel du pays. Il n'est pas séduisant, il n'est pas attirant, le pays n'a aucune visibilité car c'est un pays fermé. Je vous donne l'exemple d'un projet qu'on a eu il y a quelques mois entre les deux agences. Il fallait réagir vite, il fallait être réactif. Nous avons cette capacité-là, nous sommes jeunes, nous sommes capables de veiller, de faire énormément de nuits blanches, de travailler d'une manière extrêmement assidue. Le souci, c'était une barrière visa. Oui. Mes équipes avaient du mal à partir et mon équipe de l'autre côté avait du mal à venir. Et là, en fait, il y a un pont qui ne peut pas se faire. Un blocage. Voilà. On fait comment ? Internet n'est pas assez rapide pour pouvoir échanger un flux de données assez important dans notre spécialité. On a des fichiers qui pèsent des centaines de gigas, on ne peut pas les échanger. Donc il y a un cadre technologique qui est à la traîne, il y a un cadre économique qui n'est pas séduisant et il y a une opacité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de communication sur l'état, le véritable état économique que nous vivons quotidiennement. Moi, je le connais parce que je ne suis parti qu'en 2015, donc je sais où je mettais les pieds et comment faire et où aller exactement. Quelqu'un qui a par exemple vécu une grande partie de sa vie à l'étranger n'aurait pas eu peut-être cette facilité à revenir et surtout le courage de franchir le pas. Surtout le courage. Voilà, c'est que moi je savais où je mettais les pieds. Alors, depuis quelques années, certains dispositifs ont été ouverts à la diaspora, la CNAC, l'ANSEJ, même pour acquérir un logement promotionnel. Mais aujourd'hui, cela ne suffit peut-être pas à attirer notre communauté établie à l'étranger. Le climat des affaires est important aujourd'hui pour ce retour. Oui, Fariel, moi je reprends à mon compte l'argumentaire que vient de développer Samy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité, et c'est ça aussi le plus gros problème. Et puis il y a un phénomène qui risque, hélas, de s'accentuer, c'est le problème de la circulation, de la liberté de circulation des personnes. Il y a cet obstacle qui devient parfois rédhibitoire des visas. Donc là aussi, c'est important. Tout à l'heure, Mme Bouhali parlait de pays comme l'Inde, la Chine, le Mexique, qui travaillent beaucoup avec leur diaspora installée aux États-Unis. Nous avons aussi besoin de régler le problème de la liberté de circulation des personnes. Elle constitue une véritable entrave des deux côtés aussi. Oui. Hein. Et puis, il y a aussi le problème qui a été signalé aussi bien par Mme Bouhali que par Samy, c'est-à-dire le problème de la bureaucratie, de la lenteur anormale avec laquelle les choses sont traitées. Et ça, c'est par rapport aux pays comparables, hein, Fariel, hein. Je compare l'Algérie à ce qui est comparable. Oui. Il y a beaucoup trop de mauvaise volonté de la part de certains de nos bureaucrates. Et évidemment, il y a ce besoin de visibilité. Il y a le fait, comme l'a dit Samy, c'est un pays fermé, c'est-à-dire il faut que l'Algérie s'ouvre davantage, et d'ailleurs elle s'est engagée à s'ouvrir. Il faut rappeler entre parenthèses que nous sommes un des derniers pays qui n'avons pas encore adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. Et en plus, nous avons des institutions. Alors vous avez fait référence au CNES. Le CNES est depuis 2016 le conseiller du gouvernement. Ça veut dire qu'il peut lui-même commander des études parce qu'on a besoin aussi de savoir... Les recommandations ont été faites. Oui, mais on a besoin d'avoir des données précises. J'ai par exemple ici une étude qui a été faite par un chercheur du CREAD, Aziz Nafer, qui a interrogé 174 entreprises
analyse, il aura envoyé un questionnaire de 136 questions pour savoir exactement quels étaient les freins à leur venue en Algérie. Moi, je connais pas mal de mes camarades de promotion qui ont voulu investir dans les énergies renouvelables, mais devant la masse des obstacles, ils ont dû finalement renoncer. C'est vraiment d'autant plus malheureux que nous avons pris beaucoup de retard. Donc, moi, je crois qu'il faut aussi, et Mme Bouheli l'a dit, il faut laisser les acteurs qui sont engagés travailler normalement. Alors, est-ce que la réhabilitation d'une structure comme le ministère de la communauté algérienne à l'étranger, mais un ministère, alors là, si vous permettez, Feriel, qui ne soit pas rattaché obligatoirement au ministère des Affaires étrangères, mais carrément au Premier ministre, au chef du gouvernement, parce que c'est transverse. Hein. Les gens de la diaspora sont des gens qui ont affaire non pas seulement au ministère des Affaires étrangères, mais à toutes les administrations du pays. Donc pour lui donner un peu plus de poids, lui donner un peu plus d'influence, pourquoi ne pas le rattacher carrément au titulaire, au premier titulaire ou au deuxième titulaire, on ne sait pas encore parce qu'il va y avoir certainement une révision constitutionnelle, mais lui donner une place prééminente et de manière à ce qu'on sache qu'en Algérie, il y a une institution dédiée, mais ce qui est très important aussi, et là, vraiment, Feriel, ça, c'est le premier travail du président de la République. Notre pays doit être un pays où il y a de la visibilité et de la prévisibilité, n'est-ce pas? Il faut qu'on puisse, excusez-moi, il faut qu'on puisse se projeter dans l'avenir, qu'on ne vive pas au jour le jour, qu'on ne vive pas dans la hantise que demain il y aura une nouvelle loi qui va tout remettre en cause, etc. Que ce soit des lois à long terme qui puissent rassurer tout le monde. Absolument. Alors aujourd'hui, parmi les mesures qui ont été prises récemment, qui pourraient peut-être intéresser nos Algériens résidant à l'étranger, c'est cette levée de l'investissement de la règle 49-51 pour les projets hors hydrocarbures. Est-ce que cela pourrait motiver les gens à rejoindre? Je pense, oui, parce que c'était considéré, en tout cas dans le questionnaire qui avait été adressé à ces 174 entrepreneurs, il mettait en avant cette règle du 41-59. Parce que les Algériens qui sont à l'étranger sont résidents à l'étranger, mais quand ils viennent ici, ils ne sont pas résidents, ils sont nationaux. Alors si vous mettez la double condition de la nationalité et de la résidence, vous ne leur ouvrez pas les perspectives. Mais je pense que la suppression de cette règle qui a été vécue et qui a toujours été vécue par eux comme une contrainte sera de nature à faciliter les choses. Si vous permettez, je rajouterai pour simplifier les choses la règle de 51-49. Dans certains secteurs névralgiques, nous allons dire oui, d'accord, pour maintenir... Oui, c'est hors hydrocarbures et certains secteurs, c'est précisé. Maintenant, vous allez prendre quelqu'un qui a développé sa propre entreprise, c'est son idée, il vient de créer quelque chose, il vient d'innover. Il est de l'autre côté. Il est algérien, attention. Je ne sais, le mot diaspora, oui, on va l'utiliser pour faire beau, mais nous allons les nommer citoyens algériens, pareil. Ce citoyen algérien arrive ici, ils vont lui dire, non, tu veux partir une compagnie, c'est 51-49, mais c'est mon idée, je ne peux pas mon idée, l'autre il devient l'actionnaire principal de ma propre idée. Alors il abandonne, il dit, j'en veux pas, et je viens de l'inventer. Et je peux pas, vous comprenez, donc c'est les petits qui sont touchés. Et puis, en parlant de 51-49, on va aller pousser un peu plus loin, puisque je suis là, on va aller jusqu'au bout, comme on dit. Tout simplement, considérer les citoyens algériens qui sont résidents à l'étranger comme simplement algériens. Nous ne sommes pas algériens de seconde classe. Nous sommes algériens et d'ailleurs, je ne suis pas au Canada en ce moment, je suis en Algérie et je peux rester au Canada, hein, mais je suis en Algérie pour voir qu'est-ce que je peux faire de mon côté, à mon niveau à moi, qu'est-ce que je peux faire pour apporter de quoi. J'ai pas pensé j'ai pensé que j'étais algérienne tout court. Mais je relèverai juste que pour vous deux, c'est des initiatives personnelles, absolument, votre retour. Absolument, parce que comme je vous dis, il faut qu'on sorte de ce cadre patriotique. Parce que c'est ça qui nous pousse à venir et continuer, mais que ça devienne juste cadré, bien encadré, pour que ça soit, comme dit monsieur,
créer une structure qui pourrait dire, écoutez, vous venez, nous savons que vous n'avez pas de temps, nous savons que ça coûte cher un billet du Canada ici. Hein. Les gens ne peuvent même pas venir avec leur famille. Mais ils viennent ici pour se retrouver au bout de quelques temps, ils doivent revenir parce que les vacances sont courtes là. Il n'est pas capable de finir. Mais dire, écoutez, oui, l'idée du guichet unique est intelligente. C'est d'arriver à cette structure où il y a à l'intérieur même, parmi plein d'autres services, qui est le guichet unique, qui va lui montrer, parce qu'il y en a qui sont partis depuis longtemps, on va lui dire, Sandé, oui, il connaît, mais il ne sait même pas comment y aller, il a oublié. Il y a tellement de choses qui ont complètement changé, à ce moment-là, qu'il a les gens qui vont le guider pour dire, écoute, pour la création de votre compagnie, en 48 heures, c'est réglé. Comme ça arrive en Tunisie, juste à côté, 48 heures. On fait par Internet. Ça vous a mis combien de temps pour tout lancer, Monsieur Hamoud? Première entreprise, j'ai eu beaucoup de chance, ça a mis une semaine. Ah, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, une personne physique, 4 mois. 4 mois, c'est pas parce que j'ai juste... premièrement, je fais partie de cette catégorie qui a un peu oublié où se trouve telle ou telle adresse. Oui. Alors, quand on me dit il faut aller là, donc cette journée-là, j'ai 2 choses à faire. Mais je vois cette question d'accompagnement, de visibilité. C'est juste qu'il y a ce guichet et des gens qui vont justement tout regrouper là. Monsieur, vous avez besoin d'une heure, une personne physique, qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Tout est là, voilà comment ça fonctionne et qu'on l'aide là-dedans. Alors il y a autre chose où il faudrait peut-être intervenir. Je voulais juste rebondir sur les vacances, vous en parliez. Alors pendant les vacances d'été, on voit nos émigrés qui reviennent en force en Algérie, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux, qu'il y a toujours ce lien d'attachement avec la mère patrie, mais il n'y a peut-être pas cette participation effective dont le pays a besoin et c'est là qu'il faudrait intervenir. Monsieur Mebroki, je reviendrai aussi sur le système bancaire aujourd'hui qui n'a peut-être pas joué son rôle dans l'épargne de nos compatriotes établis à l'étranger. Vous avez raison, Félia. Le système bancaire, Walid l'a dit tout à l'heure aussi, n'est pas un système qui permet une intermédiation financière optimale. Et je pense que là, il faudrait réfléchir probablement à confier toutes les activités que mènent les entrepreneurs algériens à l'étranger, accompagnés par des banques d'affaires qui soient vraiment des banques d'affaires et non pas évidemment les banques que nous avons aujourd'hui et qui vraiment sont à la peine, d'autant plus que vous le savez, Ferial, l'Algérie s'est elle-même engagée dans l'accord avec l'Union européenne à privatiser 1 ou 2 banques publiques. Ça pourrait permettre d'améliorer l'intermédiation financière. Ça permettrait aussi de donner aux banques un peu plus de liberté, ce qu'elles n'ont pas. Hein, il faut quand même le dire. Hein. Nous avons des banques publiques qui ne sont pas indépendantes et même la Banque d'Algérie, qui fait un travail remarquable, elle aussi est limitée par son indépendance. Simplement, Ferial, si vous permettez, simplement, il faut expliquer, et les médias ont un rôle très important par rapport à rebondir par rapport à ce que vient de dire Madame Bouhali. Il faut dire qu'est-ce que les Algériens de l'étranger peuvent apporter, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent créer, pour également convaincre les Algériens que les gens qui sont à l'étranger réellement veulent le développement de ce pays, ils le veulent. Il y a des Algériens qui sont à l'étranger dont les liens se sont distendus avec le pays, c'est normal et c'est respectable. C'est pour ça que je parle toujours de ce rattachement. Oui, mais bon, mais il est distendu encore que les autorités algériennes font tout pour qu'il soit maintenu, mais essayez d'expliquer à l'opinion publique algérienne, aux chefs d'entreprise, et le rôle des médias est très important, de leur dire voilà ce que vos compatriotes de l'étranger sont capables de faire, et ils l'ont fait avec succès en Inde, en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie, à 1 degré moindre au Maroc, mais enfin il faut expliquer cela aussi. Oui. Il y a un effort de pédagogie à entreprendre. Monsieur Hamoud, vous voulez intervenir sur la question économique. Vous avez été confronté, vous qui êtes venu par vos propres fonds également, c'est-à-dire que c'était une prise de risque. Avez-vous trouvé cette assurance ici avec le système bancaire actuel? Non plus. Je suis désolé de répondre que par des noms, mais non. Moi, j'aurais bien voulu arriver. En fait, me détacher de tous ces systèmes ANSEJ, CNAC, auxquels on ne comprend rien du tout. Moi, j'aurais bien aimé aller vers un organisme bancaire, je sais pas, BEA,
PNA, BDL, Société Générale, n'importe quelle banque, arriver, voir un conseiller, me lui dire voilà, bonjour, j'ai un projet qui est complètement ficelé, qui économiquement est viable, aidez-moi à le financer. Ouais. Avec un remboursement différé peut-être, ou une exonération de TVA sur tant de temps, ou une exonération d'impôt sur un temps donné, sans avoir à aller partir à un dispositif comme l'Ansèche, qui n'est pas marketé, qui n'est pas compris, qui n'est pas communiqué, et qui finalement est un échec à mes yeux. Alors justement pour la CNAC, j'ai un chiffre qui remonte à pas très longtemps, c'était il y a quelques centaines, 200 presque projets qui ont été mis en place dans le cadre de la communauté établie à l'étranger. Le premier secteur qu'on a vu qui s'est développé, c'était les transports, mais on parle d'un portail qui est ouvert pour tout le monde, là où on trouve toutes les informations, mais on voit finalement que cela n'a pas fédéré beaucoup de monde. Oui, c'est un problème de marketing. On ne communique pas dessus, on ne le market pas, on ne le vend pas du tout, on ne le vend pas. On est en train. L'Algérie n'a pas négocié le virage du numérique. On n'a pas du tout négocié le virage du numérique. Internet est à la traîne, la téléphonie est à la traîne, tout est à la traîne. On n'arrive pas à se mettre en face d'un ordinateur dans de bonnes conditions pour pouvoir naviguer rapidement, naviguer mieux, naviguer bien et surtout avoir accès à des services qui sont de notre époque. C'est pour ça que l'outil informatique est mis de côté. On en revient aux fondamentaux, c'est-à-dire aller au guichet, attendre pour se renseigner. Les sites web de tous les ministères ne sont pas mis à jour. On ne s'y retrouve jamais. On parle toujours de technologie, de communication, on revient toujours à ça, en fait, ce qui manque aujourd'hui. C'est ça, c'est qu'en fait, on est confronté à une génération jeune. Et qui va aller vite. C'est ça, en fait, c'est pas qu'on veut aller vite, on veut vivre en adéquation avec notre époque. Voilà. Oui. Enlevez-moi mon téléphone, je suffoquerai. Pourquoi? Parce que sur mon téléphone, il y a mes comptes bancaires, sur mon téléphone, il y a mes applications VTC, sur mon téléphone, quand je gare ma voiture, je marque sa position sur mon téléphone. Je n'ai plus la capacité de retrouver ma voiture sans mon téléphone. Je suis complètement dépendant de cette technologie-là que je considère comme étant une extension de mon être social. Ma liberté. Oui. C'est cette expertise, ce savoir-faire aujourd'hui qu'il faudrait peut-être en partie. Si vous permettez, je reviendrai rapidement sur 2 points que monsieur a cités. Relativement à la sensibilisation des médias, de nos compatriotes. Moi, je dirais oui, mais pas des compatriotes. Des Algériens qui résident à l'étranger. Oui, d'un point, mais on ne peut pas aller leur chanter de quoi. Il faut arriver avec du concret. Si on veut les attirer, il faut toucher le concret. Mais ce n'est pas le peuple ou avec les médias que nous allons essayer de convaincre. Mais c'est plus convaincre les autorités et non pas les compatriotes, plutôt les autorités. C'est à eux que le message doit arriver. Un message clair, je pense. Dire on a une force de l'autre côté et il faut l'utiliser. Maintenant, vous parlez de banques, on parle de banques. Vous parlez de banques à l'intérieur. Pourquoi pas carrément ouvrir des banques de l'autre côté? Nous ouvrir des succursales où moi je suis là-bas, je vais aller à la banque, je peux transférer mon argent, je peux épargner. Pourquoi je dois venir en Algérie? Parce que, non, je pense que c'est des banques comme, en fait, je pense les Marocains, je pense que, je ne sais pas s'il y en a encore là, mais ils ont une banque. Que nous ayons une banque où je peux aller déposer mon argent. Oui, on ne reste pas dans les transferts informels. Non, justement, c'est vraiment l'informel là qui reprend le dessus parce qu'on transfère l'argent non pas via les banques. Mais ça, on ne peut pas le comptabiliser, on ne peut même pas pouvoir faire des statistiques pour combien d'argent peut rentrer. Et ça contribue à combien de pourcentage du PIB national? On peut à peu près... On l'a vu pour les autres pays. Oui, mais si on n'arrive pas, madame, si on n'arrive pas à l'avoir, comment voulez-vous qu'on parle d'économie et voir si on a avancé ou on n'a pas avancé? C'est cette évaluation qui nous... Je reviens à M. Samy. Si on parle de technologie de l'information, il faudrait qu'on se réveille. Bon, il faut vraiment qu'on se réveille maintenant. Je vous dis, moi, je suis dans le domaine de l'immigration au Canada, par exemple. Écoutez, les tops du top qu'on cherche à travers le monde, c'est tous les ingénieurs, tous ceux qui ont ce bagage d'IT. Et qu'on puisse avoir des Algériens à nous qui sont recrutés de l'autre côté, parce que le IT maintenant, technologie de l'information, c'est ça. On ne va même pas dire c'est l'avenir, c'est la réalité. Oui. Donc, on y est déjà. On a cette force. Elle est là. Pourquoi ne pas l'utiliser? On ne va pas réinventer la roue. On va amener l'expert, chacun dans son domaine, et mettre l'expert qui va mettre en place
ce domaine IT, le développer, aller chercher les compétences dont on a qui sont Il faudrait à l'intérieur aller même. vers ce ciblage de compétences. Oui, moi je ne peux qu'approuver. Vous comprenez bien donc Madame Bouhali que Samy, c'est-à-dire que il faut absolument donner un coup d'accélérateur filial à notre, à nos. Et peut-être cibler aujourd'hui cibler les réels besoins de l'Algérie. Je vous donne un exemple. Au Québec, par exemple, au Québec. Quand ils doivent aller, c'est un pays, le Canada au complet, un pays d'immigration, etc. Quand vient le moment de sélectionner des candidats qui peuvent devenir résidents permanents et citoyens plus tard, avant, ils acceptaient pratiquement, on dirait, tout le monde, tous ceux qui ont un certain nombre de points, ils peuvent déposer. Mais à un moment donné, on travaille sur notre société pour voir comment elle va être en santé. À ce moment-là, amener du monde pour l'amener, pour qu'il se retrouve au chômage, ou un médecin qui se retrouve derrière le volant d'un taxi, il n'y a pas de sous-métier, mais on s'est dit, il faudrait que repenser ce programme et voir, bon, tiens, on va travailler avec le ministère de l'Emploi, quels sont les besoins réels du marché. Là, cette année, on va dire peut-être pour un plan stratégique, un plan d'immigration, on va dire, juste un exemple, et dire, écoutez, nous, pour les 2 prochaines années, nous avons besoin de combler le domaine des IT. Nous avons besoin de combler le domaine des infirmiers, etc. Donc, quand c'est saturé, on arrive, on va aller chercher. Il faut se réajuster. On ne peut pas faire une stratégie. Il faut être visionnaire et voir le court, le moyen et le long terme. Et le long terme, dire, c'est une partie de jeu d'échecs au fond. D'accord? C'est, est-ce que je fais un coup d'attente ou je fais un coup, mais sachant si je joue ça, dans quelle direction je peux aller pour faire mon échec et mat. À un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on soit visionnaire et qu'on calcule à long terme. Et le court est très important et le moyen et le long terme viendra automatiquement. Monsieur Hamoud, vous voulez intervenir sur la question? Oui, il y a aussi un autre volet, je suis désolé peut-être de sauter du coq à l'âne, mais un autre volet aussi que peut-être moi, je serai peut-être le seul à pouvoir aborder aujourd'hui, c'est la question de la formation. Je suis diplômé de l'EPO en 2012, je suis diplômé de Strat, qui est une école de design à Paris, en 2017, donc j'ai pu évaluer les deux systèmes de formation. Là où à l'EPO, on a eu un système de formation qui était excellent, mais qui était vraiment à la pointe de tout, il nous manquait quelque chose. C'est qu'à aucun moment on nous a inculqué la culture entrepreneuriale. À aucun moment on nous a inculqué le goût du risque entrepreneurial. C'est qu'en fait, on était là, la plupart de mes camarades recherchaient la sécurité de l'emploi. C'est demain sortir, travailler et garder son emploi pour 20 ans. En fait, c'est toute une façon de penser qu'il faut remodeler aujourd'hui. C'est ça, et en fait, de l'autre côté, arrivé à Strat, je voyais que les enseignants, que l'enseignement et même que la politique qui était en cours était la Startup Nation. C'est qu'on était en train de pousser les gens à ne plus devenir employés, mais leur propre chef d'entreprise. Parce qu'en Allemagne, c'est toutes les 8 heures qu'on crée des startups où c'est une question d'heure, ce n'est même plus une question de et en fait, ça pousse les gens à innover, ça pousse les gens à se lancer dans des secteurs qui ne sont pas, qui sont quasiment jamais explorés. Ça donne quoi à la fin? Ça donne des Uber, ça donne des Airbnb, ça donne des résultats géniaux. Voilà, des résultats géniaux qu'on n'aurait jamais pu faire dans un cadre institutionnel de l'emploi, d'un cadre supérieur, d'un employé basique. Il y a peut-être un réel décalage aujourd'hui entre ce qu'attend la jeunesse et les mécanismes qui sont mis en place. C'est certain, c'est tout notre système de formation et d'enseignement qui a besoin d'être revu. Et Samy disait tout à l'heure, l'Algérie n'est pas ouverte, elle doit s'ouvrir autant que le Maroc et la Tunisie pour pouvoir justement devenir cette start-up. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est s'ouvrir aujourd'hui ou mourir économiquement. C'est vrai. C'est maintenant ou jamais. Je le rejoins quand il parle au niveau de la formation, de l'entrepreneurship. Ça ne commence pas à l'université, ça commence au primaire. C'est au primaire qu'on donne un petit projet à des enfants, une petite enveloppe budgétaire, dit écoute, vous avez 5000 dinars, partez un projet, allez voir des compagnies, essayez de voir s'il y a un sponsor qui va croire à votre projet, créez une petite... C'est là où on lui développe le goût de la création, de l'entrepreneur, et c'est là où on peut... Ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur, mais c'est en partant de bas âge qu'on peut
émerger Développer. et qu'arrivé à l'université, nous avons déjà un entrepreneur qui l'est déjà, qui a eu le soutien. Et à l'université, qu'il y ait des programmes d'entrepreneurship. Il y a ça. Et puis, je reviens aussi, il a soulevé vraiment d'excellents points. Hein, c'est ça la jeunesse. Là, mais je suis contente de le voir. Non, mais c'est excellent. Mais qu'on puisse, nous vieux, qu'on dise, oh, nous avons le nouvel esprit que nous devons écouter. On est mort économiquement si on ne le fait pas. Nous n'avons plus le choix. Acculé au pied du mur. Avance. Tu ne peux plus reculer. Hein? Avance ou crève. Reculer, c'est tomber en arrière. C'est fini. Oui. Bon, là, nous devons aller vers cette économie hors hydrocarbures et aller diversifier. Et je continue juste un dernier point. Si je parle de start-up encore, parce que ces points étaient importants. Vous savez, je parle du Canada parce que c'est l'endroit que je connais. Les start-up, il y a des programmes d'immigration de start-up, carrément. Si on va les chercher dans plusieurs pays, et sur pays africains, tu es jeune, tu as une idée, tu n'arrives pas à développer, viens ici, amène ton idée, nous sommes prêts à te donner la résidence permanente et viens, on va t'aider avec toute la structure derrière lui pour le soutenir jusqu'à ce qu'il développe son idée. C'est ce soutien qui manque. Mais ce n'est pas ce soutien, l'idée, on vient de l'échapper ici. L'idée est là, elle est née ici, mais elle part de l'autre côté. Juste de l'autre côté, elle trouve le terreau fertile pour se développer. Qu'on puisse le créer, ce terreau ici, et maintenir ces idées qui sont extraordinairement extraordinaires. Simplement, je voulais l'aborder, mais vous m'avez précédé. Je veux dire, c'est quand même un pays qui a été beaucoup trop... Il y a eu une addiction à la rente pétrolière et à chaque fois, les réformes nécessaires, hein, et aussi bien celles que de Mme Bouhali et de Sami qui le dit, il y a une impatience, on n'écoute pas la jeunesse, on ne l'écoute pas. Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est vrai que l'Algérie ne pourra plus compter sur sa rente pétrolière dans les années qui viennent. Non, elle se raréfie, les gisements se tarissent. Donc, c'est peut-être une occasion pour nous de recommencer. Et là, comme le dit Sami, d'être tout simplement de vivre à notre époque. La deuxième chose, c'est peut-être un peu plus difficile, c'est un problème de mentalité. Il faut vraiment qu'on passe le témoin. C'est-à-dire, la génération à laquelle j'appartiens... D'autant que notre population est constituée de 70% de jeunes. Oui, elle a repris, d'abord il y a une reprise de la natalité, mais surtout il faut que les gens aient la sagesse de passer le flambeau aux jeunes générations qui sont attachés à ce pays, qui veulent la réussite de ce pays, comme on le voit à travers l'exemple de Sami, hein, qui, moi, m'a suscité vraiment mon admiration, parce que j'ai plutôt affaire à des étudiants qui se découragent. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir de 2020, je pense qu'on peut lancer cette offensive, c'est-à-dire faire confiance, enfin faire confiance à notre jeunesse. Et Dieu sait si elle a du talent et beaucoup d'idées. Alors on arrive un peu au terme de l'émission, un tour de table pour terminer, Madame Bouhali. Comme je dirais que je finirai toujours sur une note positive. Hein. C'est moi juste avoir Sami à côté de moi. Je redonne de l'espoir. Non, je suis gonflée d'espoir. Je me dis, notre jeunesse est là. Et combien d'autres jeunes comme lui qui sont ici en Algérie, qui sont capables d'apporter le plus. Je finirai juste par cette histoire d'hydrocarbures. Pour dire que nous sommes là maintenant, 2019 on rentre, en 2020, tout le monde se réveille sur la protection de l'environnement. Ou à un moment donné, hydrocarbures, ça parlerait de saleté, on cherche comment remplacer les énergies renouvelables. Alors il faudrait qu'on se réveille sur ces énergies renouvelables et nous avons les compétences et les jeunes pour pouvoir aller là-dedans et pousser. Et les ressources également. Et l'avenir est très très prometteur parce que veut pas, nous avons une grande Algérie, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Monsieur Hamoud, vous avez dans votre entourage d'autres jeunes aujourd'hui qui désiraient peut-être revenir investir, ou est-ce qu'il y a toujours ce frein qui les rebute un petit peu? Le frein est réel. Ouais. Le frein est réel, mais je finirai peut-être sur une contradiction de Monsieur Mabrouk. Je suis désolé encore une fois. Mais en fait, je ne suis pas d'accord par rapport à la rente pétrolière. La rente pétrolière n'a jamais obligé quelqu'un, m'a jamais obligé moi en tant qu'étudiant à aller travailler, à aller chercher, faire un projet. Non. C'était de la fainéantise intellectuelle. La fainéantise intellectuelle existait bel et bien. La rente pétrolière n'empêchait jamais personne. En fait, la rente pétrolière, elle n'était pas dans ma poche.
Elle était dans les caisses de l'État. Un État a fonctionné. On a les tous un institutions... peu profité de ces transferts sociaux, de ces subventions qui nous ont profité aussi quelque part et qui ne nous ont pas forcément poussé à faire plus. Mais elles ne nous ont pas enrichis. Elles ne nous ont pas enrichis intellectuellement, elles ne nous ont pas enrichis financièrement de manière individuelle, et ce n'est pas le rôle de la rente pétrolière. Si on veut s'enrichir, si on veut créer un projet, si on veut se développer, rente pétrolière ou non, c'est à nous de c'est à nous c'est ça la contradiction de ce pays. Moi je ne comprends pas. Un jeune, tous ceux qui veulent partir, non, il faut bosser. Il faut bosser. Je bosse 20 heures par jour. Qu'on demande. Et puis bon, je terminerai peut-être sur cette idée. Hein, c'est juste pour profiter aujourd'hui de l'expertise de nos Algériens résidant à l'étranger. C'est un peu la crise économique mondiale. Les emplois ne sont pas forcément proposés dans tous les coins de rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement à faire en Algérie que le travail se trouve peut-être chez nous. Moi, je vous dirais qu'on sera bientôt peut-être obligé d'ouvrir un programme d'émigration où nous allons nous proposer la résidence permanente pour venir en Algérie. Monsieur Mbroki, un dernier mot pour terminer. Je voudrais terminer par une note optimiste. Moi, pour moi, j'ai toujours dit que l'Algérie n'est pas un pays qui a vocation à appartenir au tiers-monde. C'est un pays qui a des potentialités extraordinaires. C'est un pays qui devrait être, aujourd'hui, on devrait être une nation émergente. Et je pense que des mesures seront prises parce que, comme l'a dit Sami, on n'a pas le choix. Il faut aller résolument vers le développement économique. Le développement du numérique va permettre de résoudre beaucoup de problèmes dans tous les domaines. Et moi, vraiment j'espère que le président de la République qui sera élu, quel qu'il soit, pourra prendre la mesure de ces défis et y répondre en faisant confiance à ce potentiel et à notre jeunesse. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir.